elle l'a fait par choix, d'être actif sur un tas d'activités différentes. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un photojournaliste fasse un travail de mode éventuellement, ou un travail documentaire à long terme, ou bien un travail de ce qu'on appelle le corporate, c'est-à-dire de faire des photographies pour une entreprise, sur cette entreprise. Donc, en ayant une même approche qui est la sienne propre, de traiter d'un certain nombre de sujets différents, de matières différentes et de façons différentes. François Huguet le fait depuis longtemps par choix, c'est également mon cas. Je lui ai donc demandé de venir témoigner sur la réalité de son activité. Bonjour. Alors, moi, c'est un témoignage. Hein. Alors, j'essaye de reconstituer un petit peu mon travail photographique. Donc, alors, pour vous faire comprendre bon, à quel point ça a changé, comment on a essayé de changer nous aussi. Donc, c'était important que je commence en 70. Donc, de 70 à 82, j'étais photographe indépendante. Je fais des reportages pour différents magazines comme Santidée, Marie-Claire, Marie-France, Prima, Femme Actuelle. Alors, ces reportages, c'était pas des commandes, mais c'était des idées à moi. Et donc, mais je partais à l'étranger. Quand je revenais, au bas mot, je vendais le reportage une fois, c'était pas deux fois. Je les envoyais à une agence qui s'appelait Grazianeri en Italie, je les vendais encore deux fois. Donc, je pouvais repartir après avec de l'argent. J'écrivais aussi les textes avec de l'argent pour pouvoir faire d'autres reportages. Et puis, donc financièrement, ça tenait le coup. Et les journaux donnaient place à des reportages parce que pendant longtemps, j'ai eu 15 pages à peu près de reportages. Ça, c'est jusqu'aux années 70-82. Alors, à partir de 82, je suis salarié à Libération, mais comme pigiste, pas tous les jours à Libération. Mais je continue aussi mon activité donc, pour travailler pour d'autres magazines. Alors, là, c'est à la commande. Peu d'argent parce que bon, c'était le début de Libération, mais en même temps un travail absolument passionnant. Donc j'ai des commandes régulières pour les différents services. Festival de cinéma, portrait d'écrivains, cinéastes, pour le service société, reportage dans les HLM, reportage sur les élections municipales, reportage sur des faits divers, et parfois à l'étranger, pour le service étranger et culture. Euh, Par exemple, je parle avec Serge Danet dans un reportage au long cours au Japon, qui va faire sur le cinéma japonais, les mangas et les couturiers. Et ça fait une semaine de reportage dans Libération. Je pars aussi je propose, mais je pars en commande pour Libération pour un coup d'État. C'est la seule fois que j'étais sur un terrain dangereux, un coup d'État au Mali en 91 pour la chute de Moussa Traoré. Et là, je pars seule parce que le journaliste n'a pas pu partir parce que l'aéroport était fermé. Donc, je fais le texte. Alors, je suis payée en salaire. J'étais payée aussi en salaire à Marie-Claire. Donc, j'avais la carte de presse. Je continue à réaliser des reportages pour d'autres journaux, comme des reportages sur Satyajit-Ray et ses lieux de tournage, du tournage Charulata et Salon de musique, mais aussi des reportages sur les trésors vivants au Japon, que je vends dans différents magazines. À Shanghai, l'architecture coloniale. Ce sont ou des commandes ou des propositions, mais à chaque fois, j'ai une parution. Donc, je me finance et je peux repartir. Alors, pourquoi ? Parce que les journaux, à l'époque, il y avait un sommaire, il y en a toujours un, mais le sommaire, on pouvait prévoir, d'abord c'était un sommaire assez carré, qui avait une vision sur 3 mois, sur 4 mois, et on voyait, donc on pouvait collaborer avec des journaux avec une vision à long terme des sommaires. Donc on partait, et effectivement, quand on revenait, même si ce n'était pas une commande, on était complètement calé par rapport au sommaire du journal. Alors, en 86, donc, bon, j'ai continué mes collaborations évidemment avec des journaux, toujours en commande ou alors en proposition. En 91, je rentre à l'Agence Vue.
Alors, là, mon statut est un peu différent dans la mesure où c'est soit j'apporte des reportages à l'agence et ils les vendent, soit les commandes des journaux passent par l'agence Vue. Donc ça, c'est le système des agences, que je suppose que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est donné à l'agence. Et puis, tout d'un coup, la carte de presse, je la perds, parce que au centre de la carte de presse, ils s'aperçoivent que j'ai des droits d'auteur plus importants. Parce que comme j'étais que salarié à Marie-Claire, qu'après j'ai plus été salarié, et à Libération, ma collaboration est devenue peut-être en pointillé, donc je n'avais plus de carte de presse, donc il me restait la GESA. Donc j'ai été à la GESA. Et encore à la GESA, il a fallu montrer patte blanche. Vous savez, à l'époque, c'était à peu près l'équivalent de 7 000 euros. Maintenant, ça a un peu baissé, puisqu'il y a de moins en moins de photographes qui peuvent avoir ces 7 000 euros par an. Mais donc, on a cet examen de passage, si puis dire, à la GESA pour pouvoir avoir un statut social. Alors, en 88, à propos des droits d'auteur, c'est-à-dire que je change un petit peu ma manière de travailler, c'est-à-dire que je pars au long cours, c'est-à-dire que j'essaie. Alors le premier voyage, c'est sur les traces de l'Afrique fantôme de Michel Léris, où je pars un an. Donc là, c'est évidemment pas les journaux ni l'agence. Et là, il y avait il y a un autre système qui fait qu'on peut avoir des aides du ministère. Moi, il se trouve que j'ai eu la Villa Médicis sur les murs et une aide du ministère de la Culture, mais j'ai eu aussi un sponsor qui était Christian Lacroix, ce qui m'a permis de partir un an. Ce qui a fait un livre aux éditions MAG. Et à l'époque, les éditions MAG donnaient dans le contrat d'édition 10%. Maintenant, c'est 6% pour un éditeur. Moi, Actes Sud, je travaille pour Actes Sud maintenant, et Actes Sud donne 6%. Donc à l'époque, MAG donnait 10%. Je continue ce principe quand je reviens de l'Afrique fantôme. Donc le livre paraît, exposition. Je dois vous dire que pour les expositions, j'ai très peu reçu de ce qu'on appelle le droit de monstration, donc de droit d'auteur. Donc je décide de repartir, c'est ma volonté, en 91, pour faire un voyage solitaire au-dessus du cercle polaire, et je pars 6 mois en Sibérie polaire. Et là, rebelote, comment je vais trouver de l'argent? Donc, pareil, ministère de la Culture, de nouveau Christian Lacroix, les affaires étrangères, donc le même système, et l'aide des éditions MAG qui me donne l'équivalent, les 10%, donc tiré à 5000 exemplaires, ce qui est l'équivalent de la moitié de mon budget pour partir en Sibérie. Le retour, je reprends le rythme des reportages. Alors, pendant tout ce temps-là, évidemment, je ne gagnais pas d'argent, mais il y avait les archives à l'agence Vue. À cette époque-là, nous disions que les archives, moi je me souviens très bien qu'on m'avait dit, t'inquiète pas, les archives, ce sera ta retraite. Je vous dis, j'ose pas vous dire combien je touche maintenant. Mais bon, j'espérais que ces archives... Alors, j'essayais de faire des photos sans les fils électriques, parce qu'à l'époque, il fallait faire des photos de fils électriques. Bon, en plus de mon travail personnel, j'essayais de faire des photos qui, je pense, pourraient servir à ma retraite. C'est raté. Alors, en 84, je quitte l'agence Vue. Je reprends mes archives, mes expositions, crée la première biennale de photographie africaine à Bamako, en hommage aux photographes africains, qui était un hommage qui était dû puisque j'avais beaucoup travaillé en Afrique. Et à l'époque, le ministère de la Culture faisait initier des projets, par exemple sur la mousson, sur les ports en France, sur avoir 20 ans en France. Et donc, il y avait un certain nombre de photographes qui faisaient des propositions, après qui étaient choisis. Et donc, il y avait une enveloppe pour réaliser, et après qui finissait en exposition ou en livre. Maintenant, je me retourne vers M. Barois. Je ne sais pas si ça existe. Je ne crois pas. On espère. Oui. Oui.
Et donc, à l'heure actuelle, il est effectivement... Alors, il y a un phénomène qui s'est passé aussi des reportages, c'est qu'on est passé à une période où les reportages, comme nous faisions à peu près tous, n'intéressaient assez peu les journaux, puisqu'on est passé au People. Alors bon, moi j'en faisais pas, d'autres amis n'en faisaient pas non plus, et au still life, parce que c'est un grand mot. Et donc petit à petit, c'est devenu les reportages et la vente dans les magazines un peu peau de chagrin. Et puis, il y a eu une autre étape, c'est-à-dire que pour les grands projets qu'on avait, on proposait à des magazines comme Géo. Nous avions eu un directeur de rédaction qui était formidable, qui s'appelait Jean-Luc Marty, qui est parti maintenant. Et quand ce qui s'est passé, moi, pour mon sujet sur les appartements communautaires, j'ai été le voir. J'ai été voir Paris Match aussi, et j'ai dit, voilà, je sais que vous n'avez pas d'argent, mais voilà, j'ai une idée, est-ce que vous pourriez m'aider? Et là, on trouvait encore de l'aide pour faire ces reportages qui passaient dans les magazines. Donc c'était une voie détournée, c'était pas une commande directe, mais en même temps, on vous aidait pour faire le reportage ou le travail au long cours. Donc il finissait effectivement en livre et en photo. Je donne l'exemple de mon dernier travail. Alors oui, parce que l'aide des journaux pour des travaux personnels qui pouvaient être en parution dans les journaux s'amoindrit quand même beaucoup. Et donc, il y a une nouvelle manière d'avoir de l'argent, c'est les prix. Alors, les prix, il y en a beaucoup. Et les prix vont de 3 000 à le prix Carmignac, c'est 50 000 € pour le photojournalisme. Donc, mais les prix, c'est quand même assez aléatoire. C'est-à-dire que il faut être les meilleurs. Bon, espérons. Donc, il se trouve que moi, j'avais commencé un sujet qui, évidemment, n'intéressait aucun journaux, qui était les classes moyennes dans 3 villes d'Asie du Sud-Est. Pourquoi les classes moyennes? Parce que c'est une région où la classe moyenne existe depuis 15 ans et elle a monté en même temps que la réussite économique de cette région-là. Donc je pensais que c'était intéressant. Donc c'est du reportage. Hein. C'est bon, évidemment un travail personnel, mais c'est du reportage, on va dire, c'est du photojournalisme. Et là, donc, je me suis posé la question. Donc j'ai pu aller avec mes petits sous à Singapour. Et puis après, je me suis dit, je veux aller à Bangkok et à chaque fois je vais 1 mois et demi. Hein, à Bangkok et à Kuala Lumpur. Donc je me suis présentée au prix de l'Académie des Beaux-Arts. Je l'ai eu, 15 000 €, ce qui m'a permis de financer. Alors, pour Kuala Lumpur, pour Bangkok, je l'ai fait encore en argentique. Parlons de ça. Mais pour Bangkok, pour Kuala Lumpur, j'avais tout juste de l'argent pour acheter des pellicules et les développements. Donc, je suis passée au numérique. J'en suis très contente, hein, je dois vous dire. Donc, je suis passée au numérique, mais après le numérique, c'est pareil aussi pour l'argentique. Quand on veut faire des tirages, de toute façon, il faut faire des scans. Donc, je suis passée au numérique. Et là, comme le disait Patrick, c'est-à-dire qu'il a fallu travailler à la maison sur les scans, sur la chromie, et ça prend du temps, et c'est du matériel. Et donc, et même le boîtier numérique coûte extrêmement cher. Donc, tout ça, c'est à nos frais. Alors, je voulais parler des expositions. Parce que moi, j'ai exposé à Arles et à Perpignan. Je n'ai jamais eu de droit de monstration. En plus, souvent les tirages ne sont pas payés par les festivals. Enfin, en tous les cas, dans mon cas. Donc,